Voyez, quel est ce besoin d'amour chez un être humain en permanence? Un être humain aspire à être quelque chose de plus que ce qu'il est là, maintenant. Le problème, c'est que vous voulez inclure quelque chose qui ne fait pas partie de vous, comme vous-même, c'est là tout l'effort. Si ça a lieu émotionnellement, sur le plan émotionnel, si vous essayez ça, on appelle ça une histoire d'amour. Vous essayez de rendre quelqu'un qui ne fait pas partie de vous, une partie de vous-même, émotionnellement. C'est une histoire d'amour. If you do it consciously, we call this yoga. Yoga means union. Si vous le faites consciemment, on appelle ça yoga. Yoga signifie union. L'amour n'est pas une relation. L'amour est une certaine douceur de vos émotions. Que vous regardiez un arbre, ou un chien, ou un homme, ou une femme, ou un enfant, ou juste le ciel, pourquoi ne pouvez-vous pas le regarder avec amour? Parce qu'il ne s'agit pas d'aimer le ciel, il s'agit de la douceur de vos émotions. Si vous le souhaitez, vous pouvez devenir amour, vous pouvez faire de vos émotions un espace très doux. L'amour n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous pouvez devenir. Astuce pour l'amour. Pendant 5 minutes chaque jour, asseyez-vous avec quelque chose qui ne signifie rien pour vous. Peut-être un arbre, ou un caillou, ou un ver de terre, ou un insecte. Au bout d'un certain temps, vous verrez, vous pouvez regarder cette chose avec le même amour que vous portez à votre femme, mari, mère, enfant ou chien. Peut-être que le ver de terre ne le sait pas, que l'insecte ne le sait pas. Ça n'a pas d'importance. Si vous pouvez tout regarder avec amour, le monde entier explose en un magnifique phénomène pour vous. Vous réalisez que l'amour n'est pas quelque chose que vous faites, c'est la façon dont vous êtes. En plaçant vos mains ensemble, les dualités de vos goûts et dégoûts, de vos envies et vos aversions sont minimisées, et il y a une certaine unité dans l'expérience de qui vous êtes. Si simplement vous vous retrouvez dans le mauvais type d'enfant, les choses négatives peuvent vous tomber dessus. Toujours se retrouver au bon endroit dans votre vie est un certain talent. Ne pensez pas que c'est de la chance. Dans les traditions spirituelles, de nombreuses traditions spirituelles, toujours la sangha ou l'association ou être dans le bon type de compagnie a toujours été une partie très importante de la croyance. Parce qu'il y a rarement des êtres humains, juste un petit pourcentage, qui, peu importe où ils sont, vont toujours garder le cap. Tous les autres êtres humains ont besoin de soutien. S'ils ne sont pas en bonne compagnie, il y a très peu de chances qu'ils fassent ce qu'il faut. Malheureusement, c'est une réalité. Ce n'est pas forcément un malheur, parce que ce que ça veut dire, c'est que ils sont ouverts aux influences. C'est la responsabilité du tissu social de créer la bonne atmosphère pour que chaque individu grandisse vers ce qui est beau pour l'individu et pour tous ceux qui l'entourent. Mais pas toujours, ou rarement.
Les sociétés exercent cette responsabilité. Comme il faut. Parce que les sociétés ne sont pas... Les sociétés ont la possibilité de traverser une métamorphose selon la nature de l'influence. Elles se développent dans cette direction. Je ne sais pas, je ne veux toujours pas y croire. Ils me disent que plus de 80% du contenu sur Internet est de la pornographie. Je ne veux toujours pas croire que c'est possible. Mais les gens qui s'y connaissent me disent, « Sadhguru, c'est comme ça. » C'est un monde malade. 80% est un monde malade, pas un monde sain. Donc être sous le bon type d'influence, une influence qui vous nourrit et vous fait avancer vers votre vérité ultime, une influence qui vous donne le courage et la force nécessaires pour suivre la voie de l'intégrité. Parce qu'avec un faible sens de l'intégrité, personne ne sera jamais spirituel. Et cela doit être compris que pour que de mauvaises choses vous tombent dessus, elles n'ont pas nécessairement à être dirigées vers vous. Si simplement vous vous retrouvez dans le mauvais type d'ambiance, des choses négatives peuvent vous tomber dessus. Ça me rappelle... 2 terroristes préparaient des enveloppes explosives, des bombes postales. Après en avoir fait un certain nombre, l'un demande à l'autre, « As-tu mis assez, crois-tu qu'on a mis assez de RDX dans les enveloppes ?» L'autre dit, « Pourquoi tu ne l'ouvres pas pour voir ?» Il dit, « Oh, elle va exploser si je l'ouvre. » Il dit, « Espèce d'idiot, elle ne t'est même pas adressée. Elle n'a pas besoin de vous être... Vous ouvrez la mauvaise boîte, elle va vous exploser à la figure. C'est comme ça dans le monde, c'est comme ça en vous. Il y a des tas de tiroirs dans votre tête. Vous ouvrez le mauvais tiroir, des vers vont en sortir. Vous ouvrez un autre tiroir, du parfum va en sortir. L'avez-vous remarqué vous-même? L'avez-vous vous-même remarqué en vous? Si vous ouvrez une certaine partie de votre mental, de la saleté va en sortir. Si vous ouvrez une autre partie de votre mental, du parfum va en sortir. Ne l'avez-vous pas remarqué? Être suffisamment conscient, être en bonne compagnie pour que la saleté ne soit pas tolérée, pour que vous libériez le parfum en vous, pas la saleté, est une partie importante de la croissance. Parce que vous n'avez pas à aller chercher une gouttière pour la saleté. Il y en a assez dans votre tête, n'est-ce pas? C'est juste que il y a assez d'ordures dans chaque endroit. Il y a assez de déchets dans l'ashram aussi, tant de gens qui y vivent. Je suis sûr qu'il y a assez de saleté. Mais on s'assoit ici, avec une belle brise et du... On ne va pas s'asseoir là-bas, où il y a de la saleté. La même chose est valable en vous. Dans la
géographie de votre corps, il y a de la saleté et du parfum. Quel compartiment vous ouvrez pour vous-même et tous ceux qui vous entourent, c'est une grande question. Ça demande un certain niveau de conscience et une certaine compagnie. C'est pourquoi satsang, être en compagnie de la vérité. Très important. Si vous faites le tour de l'ashram, la géographie de l'ashram, il doit y avoir au moins 8 ou 10 réservoirs très sales. On les appelle des fosses septiques, pleines d'infections. Si tous les jours vous allez vous y asseoir, bien sûr vous allez en conclure que le centre Isha Yoga est l'endroit le plus sale de la planète, si vous tombez dedans. Le Isha Yoga est l'expérience la plus horrible de votre vie. Et vous n'êtes pas censé tomber dans cette fosse, vous êtes censé tomber dans cette fosse. Mais vous vous êtes trompé de géographie. Parce que vous avez la mauvaise histoire. Votre karma est votre histoire, n'est-ce pas? Shankaran Pillai décide qu'il va devenir un voleur. Parce que aucune de ses entreprises ne fonctionne, personne ne lui donne de travail. Alors il décide qu'il va aller détrousser quelqu'un. Donc il se procure une arme artisanale. Car dans la nuit, il entre dans une supérette, pointe le pistolet sur l'employé qui est là, et dit « Donne-moi l'argent, ou tu appartiens à la géographie. » L'employé dit « Eh bien, vous voulez dire à l'histoire, n'est-ce pas? » Ferme-la, n'essaie pas de changer de sujet. Non, on ne parle pas d'un autre sujet. Il n'y a qu'un seul sujet, c'est vous. Mais vous pouvez tomber soit dans cette fosse-ci, soit dans celle-là. Ce sera votre expérience de la vie. Donc, pour tomber au bon endroit, c'est un certain talent. Vous devez grandir en lui, vous devez mûrir en lui. Vous savez toujours comment être au bon endroit. Quelque part, satsang signifie simplement cela, communion avec la vérité, ou que vous construisez une relation avec la vérité. Si vous êtes en compagnie de la vérité, votre intériorité est agréable. Si votre intériorité est agréable, naturellement des choses agréables viennent à vous. Et vous aurez aussi tendance à aller vers des choses agréables. Si vous rendez votre intériorité désagréable, vous allez attirer des choses désagréables. Et vous allez aussi vous diriger vers des choses désagréables. À l'ashram, quand vous êtes déprimé, où allez-vous vous asseoir? Mais n'allez pas nager dans la fosse septique parce que vous êtes de mauvaise humeur. Mais généralement, c'est ça la tendance. Quand vous êtes de mauvaise humeur, vous allez chercher 5 autres personnes qui sont de mauvaise humeur. Non, non, quand vous êtes de mauvaise humeur, vous devez chercher 5 personnes qui sont de bonne humeur, n'est-ce pas? Non, non, mais ce n'est pas comme ça. Quand vous êtes d'une humeur noire, vous allez chercher 5 autres personnes qui sont dans le même état d'esprit, n'est-ce pas? C'est exactement comme aller nager dans la fosse septique parce que vous êtes déprimé. Mauvaise façon de gérer la vie, c'est tout. Je ne dis pas que vous ne devriez pas le faire. C'est juste que, pas en votre faveur, c'est tout. C'est juste que vous êtes devenu tellement autosuffisant que vous n'avez plus besoin d'ennemis dans votre vie. C'est beaucoup d'autosuffisance. Donc, le processus spirituel est autre chose. Maintenir la propreté physiologique et la propreté psychologique est la première chose. Autrement, la spiritualité sera une bataille. Ce ne sera pas, vous savez, le parfum d'un jasmin sur une brise printanière, non. Ce sera une tâche rude, une bataille, tout le temps une bataille.
Beaucoup de gens vivent leur vie, en particulier leur vie spirituelle, comme une bataille, parce qu'ils ne maintiennent pas une discipline fondamentale en ce qui concerne la géographie de leur corps et la géographie de leur espace psychologique. Si ces deux choses ne sont pas gérées, tout sera une bataille. Maintenant, il se trouve que vous vous dites spirituel, donc ça aussi ce sera une bataille. La vie ne peut être que comme ça. Donc satsang signifie se lier d'amitié avec la vérité. La vérité est votre ami, pas le mensonge. Vous partez de n'importe quel niveau de vérité que vous connaissez. Vous n'avez pas à partir de la vérité ultime, vous ne pouvez pas. Peu importe comment vous comprenez la vérité, vous commencez par ça. Pour vous, la vérité, c'est, disons, de dire la vérité, commencez par ça. Pour vous, la vérité, c'est d'être doux avec tout ce qui vous entoure. Commencez par ça, peu importe où vous commencez. Quelle que soit la façon dont vous comprenez la vérité, vous partez de là, et voyez comment faire un pas tous les jours. À 18 ans, vous devenez toujours opposé au mariage. Mais quand vous aviez 3 ans, vous étiez pour le mariage. Le mariage de vos parents. Donc c'est à vous de voir. Si vous voulez vivre une vie où émotionnellement vous êtes toujours à la recherche de quelqu'un, ou vous réglez ça d'une certaine manière pour pouvoir utiliser votre intelligence et votre temps pour créer autre chose. J'avais cette conviction, ou à vrai dire, peut-être qu'on m'a fait croire à toute cette idée de une vie, un partenaire. Mais maintenant, quand je vois ou observe, les relations monogames ne semblent plus exister. Toute l'idée a disparu. Qu'en pensez-vous? Oh, ça n'a pas disparu. Peut-être que dans cette école, ça a disparu. Dans le reste du monde, ça n'a pas disparu. Même si vous allez aux États-Unis, où il semble y avoir tant de promiscuité, même là-bas, quand les gens se marient, ils croient que c'est pour la vie. Mais bien sûr, 2 ans plus tard, la vie se termine. C'est une autre affaire, mais quand ils se marient, ils croient que c'est pour la vie. C'est pourquoi ils investissent dans les diamants. Ils pensent que c'est un investissement à vie. Ils les mettent. Mais malheureusement, pour toutes sortes de choses, les relations tournent mal. Et une des raisons pour lesquelles elles tournent si facilement mal est que les gens se rencontrent bien plus tard dans leur vie. Voyez, quand les gens se rencontrent bien plus jeunes, quand leur personnalité n'était pas solidifiée, ils se rencontraient tôt, 17, 18 ans. Alors 2 personnes devenaient comme une personne, très facilement. Maintenant ils se rencontrent à 30 ans. Maintenant, les 2 sont solidifiés, 2 blocs de béton. Mais je vois que des jeunes, s'ils se marient, ils restent ensemble. Si les gens se marient à plus de 50 ans, ils restent ensemble, parce qu'ils se sont à nouveau assouplis, le béton est à nouveau. Entre 30 et 50 ans, c'est un peu un bloc de béton. Vous savez, de fortes personnalités. Maintenant, des frictions ont lieu. Eh bien, s'ils sont sages, ils trouveront quelque chose au-delà. Donc la monogamie et la polygamie, ou tout autre genre de gamie, si vous voulez voir. La chose importante que nous devons comprendre, c'est que... Vous savez, nous sommes tous ici. Vous et moi sommes ici. Ça veut dire qu'un homme et une femme se sont réunis il y a un certain temps. Peut-être que vous pensez, ah, ce sont des parents, vous savez. Ils n'aiment pas, ils ne font pas l'amour, ils ne font rien. C'est seulement parce qu'un prêtre a prononcé un mantra que vous êtes nés, probablement. Non, ce n'est pas comme ça. Quelqu'un avait un besoin physique, alors ils l'ont géré par le mariage, et nous sommes ici. À 18 ans, vous devenez toujours opposé au mariage. Mais quand vous aviez 3 ans, vous étiez pour le mariage de vos parents.
Quand vous aviez 3 ans, n'étiez-vous pas content que vos parents aient un mariage stable? Allô? À 18 ans, vous pensez à l'amour libre et pas de mariage et tout. Mais à nouveau, si vous atteignez 50 ou 55 ans, vous allez rechercher une relation qui dure. Donc, c'est à vous d'y réfléchir, parce que c'est votre vie. Voir si vous voulez vivre une vie où émotionnellement vous êtes toujours à la recherche de quelqu'un, ou vous réglez ça d'une certaine manière pour pouvoir utiliser votre intelligence et votre temps pour créer autre chose. Vos recherches, votre travail ou quoi que vous fassiez, si les émotions et le corps sont stabilisés, à vrai dire, votre capacité à utiliser votre intelligence sera bien meilleure. Autrement, tous les jours, vous devez déambuler ici et là pour trouver quelqu'un. Non, je ne fais pas, parce que je me sens tellement mal aux États-Unis. Des gens que je connais, vous savez, des milliers de personnes sont impliquées avec moi maintenant. Des gens de plus de 40, 45 ans, des femmes, je dis. Des gens merveilleux. Mais elles sont toutes sur ces jours-ci, elles sont toutes en ligne. Autrement, elles vont s'asseoir dans un bar et attendre. Quelqu'un doit venir les chercher aujourd'hui. C'est terrible. La génération Tinder. Pardon? La génération Tinder. Peu importe comment vous voulez l'appeler. Quand une femme à 45 ans aurait dû être aimée et respectée dans une atmosphère appropriée, maintenant elle est assise là à attendre qu'un type étrange vienne vers elle, et elle va se faire une opinion dans les 10 prochaines minutes, quand il lui offre un verre, ou un dîner, ou quelque chose. C'est tragique. Ça ne veut pas dire que tout le monde va aller dans ce sens. Mais vous devez penser au bien-être au sens large. Avant de casser une structure sociale, vous devez voir si on peut la remplacer par une meilleure structure. À chaque moment de notre vie, que tout le monde le comprenne. Que ce soit une structure sociale, ou une structure politique, ou une configuration psychologique de la société, peu importe, avant de la détruire, nous devons bien nous demander si nous avons un meilleur système alternatif. Sans système alternatif, si vous cassez ce fichu système qui fonctionne raisonnablement bien, alors ça va partir dans tous les sens. Quel genre de personnalité se forger? Oh, j'ai un petit aveu à faire. Je peux? Donc, quand vous dites personnalité, vous parlez de... Quelles sont les qualités qui doivent me guider? Si vous êtes un être humain joyeux et sensé, vous ferez ce qu'il y a de mieux. Prenez juste soin de cette seule chose. Namaskaram Sadhguru. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité. C'est une expérience merveilleuse ces 2 derniers jours. Ma question concerne la personnalité. La personnalité de qui? Ma personnalité. Oh, donc vous êtes une personnalité, c'est ça? Être une personnalité est un peu mieux qu'être une créature. C'est sûr. Donc, je viens d'une famille modeste. Mon père était chauffeur de poids lourd. Je suis né et j'ai grandi dans des Les bidonvilles. chauffeurs de poids lourds ne sont pas des conditions modestes. Qu'est-ce qu'il dit? Quel genre de personnalité dois-je construire pour mon propre développement holistique, pour pouvoir servir les gens et que ça me serve aussi, me rende heureux? Veuillez vous asseoir, merci. Donc, j'ai un petit aveu à faire, je peux? Quand j'étais au lycée, peut-être quand j'avais 12 ou 13 ans, pendant ces 1 an et demi, 2 ans, j'ai sérieusement pensé à devenir chauffeur de poids lourd. Pas parce que c'était une leçon d'humilité, parce que c'était la chose la plus puissante à faire. Parce que j'étais fou de moteurs. Ce sont les plus gros moteurs en circulation. Donc ça va. Eh bien, voyez, en surface, si nous nous regardons, celui-ci aime une chose, celui-là aime autre chose. Il n'y a pas 2 personnes qui aiment exactement les mêmes choses. Comment en êtes-vous arrivé là? Pourquoi est-ce que l'un aime ceci et l'autre aime cela?
l'exposition. La culture, n'est-ce pas? Qui vous cultive? Qui vous façonne comme ça? La plupart du temps, le façonnage est inconscient. Les parents ont désespérément essayé, mais vous savez, leur influence diminue avec vous tous. Elle diminue. Il fut un temps où la grand-mère était la plus grande influence. Maintenant, qui diable écoute la grand-mère? Ils vont consulter la dame de Google. Donc, il y a eu une très forte diminution de l'influence des parents au cours des 20 dernières années ou 25 dernières années. Donc, quand cela a eu lieu, que ceux qui tenaient le plus à quelqu'un, ils ont raison ou tort, mais ils tiennent à vous. N'étant plus influencés par eux, et étant influencés par quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, que ce soit dans la rue, ou en ligne, ou à l'école, ou n'importe où les enfants vont, où les gens grandissent, il y a un énorme flux dans la société. Si l'on ne gère pas ce flux prudemment, de façon responsable, ça peut être un désastre, vous savez. Parce que les gens qui ne se soucient pas sincèrement de vous essaient de vous façonner. Les gens qui ont pris soin de vous, à coup sûr, ils tiennent à vous. Mais ont-ils du recul sur la vie? Pas forcément. La question c'est, ce qui se présente à vous, en grande partie, est une conséquence de l'époque dans laquelle on vit. Ce qu'on en fait est à 100% entre nous. Donc, ce qu'on en fait, c'est ce que vous appelez la personnalité. Ce n'est pas un mot très positif. Tu es une personnalité, mais pas un mot positif, ok? Donc, quand vous parlez de personnalité, vous parlez de... Quelles sont les qualités qui doivent me guider? S'il y avait le choix entre être assis ici, débordant d'extase, à chaque instant de votre vie, ou être, comme les gens disent, les hauts et les bas, c'est bien, tu sais, parce que c'est tout ce qu'ils ont. Ou certains disent même, il n'y a que quand tu es vraiment déprimé et vraiment opprimé, que ton intelligence va s'enflammer et tu as vu toutes les choses formidables qu'ils ont faites. Les gens ont fait de très grandes choses quand ils ont été emprisonnés et battus et torturés. Il y a des gens qui soutiennent ça aussi. Peu importe qui dit quoi. Quel est votre choix naturel? Le plus haut niveau de bien-être ou de mal-être? De bien-être. Oui ou non? Vous avez 4 aspects. Vous avez un corps, vous avez un mental, vous avez des émotions, vous avez vos énergies. Tous ces 4 doivent être agréables. Le corps devient agréable, on appelle ça la santé. Le corps devient très agréable, on appelle ça le plaisir. Le mental devient agréable, on appelle ça la paix. Il devient très agréable, on appelle ça la joie. Les émotions deviennent agréables, on appelle ça l'amour. Elles deviennent très agréables, on appelle ça la compassion. Les énergies deviennent agréables, on appelle ça la félicité. Elles deviennent très agréables, on appelle ça l'extase. L'environnement devient agréable, comment doit-on appeler ça? La réussite ou le centre Isha Yoga? Non, non. Je vous dis ça parce que pour créer un environnement agréable, il faut beaucoup de travail. C'est une énorme quantité de gestion. Il faut constamment y faire quelque chose. Donc, créer de l'agrément autour de vous dépend de diverses personnes, diverses choses. En ce moment, on est assis ici. Si l'un d'entre vous pète les plombs, vous pouvez créer une atmosphère désagréable, d'accord? Mais le bien-être du corps, du mental, des émotions et des énergies est à 100% votre affaire, n'est-ce pas? N'essayez pas de vous forger une personnalité, vous comprenez? Parce que vous allez devenir une personnalité. Si vous devenez une très forte personnalité, vous allez devenir une caricature. Voyez, je veux que vous regardiez ça. Quelqu'un, quand vous étiez un enfant, quelqu'un autour de vous avait une très forte personnalité. Vous le regardez et vous dites, c'est une caricature, n'est-ce pas? Ou une créature.
Ce sont différents niveaux de développement. Oui ou non? Quelqu'un fait preuve d'une très forte personnalité, personne ne peut supporter ses bêtises. Donc ne devenez pas une personnalité. Si vous êtes un être humain joyeux et sensé, vous ferez ce qu'il y a de mieux. Qu'allez-vous faire? Eh bien, on n'est pas arrivé par le même chemin, nos compétences et nos capacités sont différentes. On va agir en fonction de ça. Peut-être que vous ne pouvez pas faire ce que quelqu'un d'autre fait, peu importe. Vous allez faire de votre mieux parce que, quand vous êtes naturellement joyeux, vous n'êtes pas un obstacle dans votre propre vie. Vous n'êtes pas le problème dans votre vie. Vous n'êtes jamais le souci. Cette seule chose, vous vous en assurez, que dans votre vie, vous n'êtes pas le problème. Il y a d'autres problèmes, des milliers. Si vous avez 1000 problèmes par jour, ça veut dire que vous faites beaucoup de choses, c'est bien. Mais je ne suis pas le problème. Dès que vous devenez stressé, dès que vous devenez tendu, dès que vous devenez malheureux, dès que vous vous mettez en colère, vous êtes devenu le problème, n'est-ce pas? Veillez juste à cette seule chose, vous n'avez pas besoin de personnalité. Vous pouvez juste être, comme la vie. Vous êtes une vie, n'est-ce pas? Donc ne devenez pas une personnalité, juste la vie. La vie, c'est... La vie est le metteur en scène de toutes les personnalités. Comme la vie existe, le corps a évolué comme ça. Vous n'êtes pas né comme ça, n'est-ce pas? Comme la vie palpite ici, vous êtes Punjabi. J'essaie juste de trouver quelle nourriture. Voyez, un dokla. Un dokla, selon les Indiens du Sud, c'est un idli qui a mal tourné. Mais vous ne ressemblez pas à un dokla. Vous mangez un dokla et il devient vous. Donc pourquoi cela? Parce que la vie palpite, n'est-ce pas? Quoi que vous mettiez dans celui-ci, il devient comme ça. Il y a des instructions génétiques et évolutives et tout ça, mais le reste est fait par l'intelligence que vous appelez la vie. Donc la garder pleinement vigoureuse est la chose la plus importante que vous devez faire. Ne forgez pas une personnalité. Si la vie est pleinement activée, voyez, si votre corps est pleinement actif, il va se comporter d'une certaine façon. Seul votre intellect est pleinement actif, vous allez vous comporter d'une autre manière. Seules vos émotions sont actives, vous allez vous comporter d'une autre manière. Mais si cette vie est pleinement active, elle ne va rien faire qui va à l'encontre de la vie, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'une meilleure assurance que la vie? Je vous le demande. La vie est la seule assurance, n'est-ce pas, que vous ayez? Donc, ceci est la chose la plus importante. C'est une grosse erreur qu'un grand pourcentage de l'humanité a commise, que on pense qu'on doit créer quelque chose. Non, c'est déjà là. Voyez, un manguier n'essaie pas de fabriquer des noix de coco. Sa seule aspiration, c'est de devenir un manguier pleinement épanoui. Pour cela, à l'extérieur, il y a de nombreux obstacles. Peut-être qu'il n'y a pas d'eau. Peut-être qu'il y a une vache affamée, peut-être autre chose, tout ça. Mais sa seule aspiration, c'est de devenir un manguier pleinement épanoui. C'est tout. Votre aspiration, c'est de devenir une vie pleinement épanouie, pleinement activée. Est-ce que toutes ces vies vont s'exprimer de la même manière? Jamais. Chacune va trouver sa propre manière, mais tant qu'elles ne sont pas une vie constipée, elles sont une vie pleinement activée, ça va. Parce que si vous concevez votre personnalité d'une certaine manière, vous allez aussi attendre d'elle une certaine personnalité. Oui ou non? Inévitable, n'est-ce pas? Voyez, je me conçois d'une certaine façon et je dis, ma personnalité c'est ça. Maintenant, quelle est sa personnalité? Elle doit correspondre à mon modèle de personnalité, autrement, elle ne va pas être acceptée. Ne vous faites pas ça à vous-même ou à quiconque.